Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau où les spécialistes vous répondent. Comme vous le savez, mercredi dernier, nous avons commencé un nouveau format de 10 épisodes où on vous explique comment fonctionne la maladie du Covid lorsque vous êtes infecté par le SARS-CoV-2. Et aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours, nous sommes mercredi, donc on va vous faire un petit récapitulatif. Vous allez voir, ça va s'afficher, les 10 points que vous pouvez déjà revenir pour mieux transmettre cette information autour de vous, parce qu'on entend beaucoup de choses circuler, beaucoup de choses sont fausses, encore une fois. Donc, vérifiez toujours les informations. Premièrement, pour éviter la contamination, les gestes barrières sont efficaces, certes, mais insuffisants, puisque le virus est aussi un élément que vous pouvez ramasser en touchant tout ce qu'il y a autour de vous. 2, les autres moyens, ça a déjà essayé dans beaucoup de pays, le zinc, la vitamine D, C ou le verdapic chez nous n'ont pas prouvé leur efficacité. Donc si vous en prenez déjà. De toutes les façons, ce sont des aliments qui sont bons pour la santé en temps normal, mais ce n'est pas un médicament contre l'infection du Covid et ça ne lutte pas contre le virus. Et bien évidemment, ce sont des éléments, je le rappelle encore, qui doivent être intégrés naturellement à notre alimentation journalière, j'ai envie de dire. 3, la vaccination est le seul moyen identifié en termes de prévention. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de traitement à l'heure d'aujourd'hui, même si, oui, nous allons parler bientôt dans des prochains épisodes des traitements qui sont en cours de validation, mais qui ne sont pas encore sortis. 4, la technique de l'ARN est connue depuis 20 ans. 5, la population antillaise doit être prioritaire sur la vaccination en raison des comorbidités. Alors, comme vous le savez, on vous en a parlé lors de la prévention pour le premier épisode. La loi Nurel, par exemple, n'est pas du tout respectée. Du coup, on a beaucoup de produits qui sont dans nos magasins et qui ne respectent aucunement la réglementation. Normalement, ils ne devraient même pas être vendus, mais ça, on reviendra. Après, ce sera un autre dossier que nous allons ouvrir plus tard. Donc 6, les formes Covid plus non grave, le seul traitement à donner est celui des symptômes. Aucun autre traitement ne modifie l'évolution spontanée de la maladie. On vous a parlé des traitements symptomatiques, ça veut dire que ça agit sur les symptômes, sur tout ce qui est anti-inflammation, anti-oxygène, oxydant. Donc voilà, il y aura des médecins, vous pourrez poser les questions tout à l'heure. 7, à l'hôpital, le traitement par oxygène, la cortisone et les anticoagulants diminue la mortalité. Donc, on entend donc beaucoup parler d'ivermectine. C'est ce qu'on vous donne dans ce cas. Vous pouvez regarder l'émission d'hier et d'avant-hier. Les médecins ont expliqué pourquoi et comment sont administrés ces traitements, mais ce sont des traitements, encore une fois, symptomatiques. 8, les jeunes sans comorbidité font moins de formes graves, mais restent des véhicules du virus. 9, un environnement, 10% des jeunes atteints d'un Covid long en garderont les séquelles physiques longtemps. On entend déjà parler de gens qui ont fait des Covid longs et qui témoignent de plus en plus, des gens qui ont été contaminés par exemple l'année dernière, et demain on en parlera plus amplement. Et 40% des patients en réanimation sous ventilation assistée sont décédés. Malheureusement, hier on a parlé de la réanimation, on vous a expliqué comment ça se passe, c'est vraiment pas une partie de plaisir. On vous donne des médicaments pour vous endormir afin de pouvoir vous traiter, et une fois que vous êtes endormi, pour que ça fonctionne, c'est 15 jours, 3 semaines de réanimation, c'est très long. On endort vos muscles, on essaie vraiment de vous permettre de vous soulager les poumons pour que vos propres anticorps fabriquent des anticorps. Donc c'est vraiment une maladie qui ne rigole pas. Et la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, on va essayer d'apporter un élément de réponse. Donc, beaucoup de gens demandent si la France est responsable avec l'ouverture des frontières et si ça aurait pu être évité. Donc, on vous répond ce soir avec le document que nous avons été demandé, bien évidemment, au ministère. Il y a eu l'avis du Conseil scientifique Covid qui date du 6 juillet, qui a été actualisé le 8 juillet 2021, qui dit réagir maintenant pour limiter une nouvelle vague associée au variant Delta.
Et comme vous pouvez le voir, donc c'est le document du 6 juillet et vous allez voir sur la page qui parle de la vaccination en Outre-mer, où c'est précisé la vaccination sanitaire dans les départements et collectivités d'Outre-mer est à la fois différente de celle de la métropole et très exogène. Et sur la page suivante qui va s'afficher, c'est bien indiqué, une introduction du variant Delta sur ces territoires trop faiblement vaccinés pourrait induire une nouvelle augmentation d'incidence en raison de la transmission accrue du variant et pourrait en même temps toucher une population infectée par des variants pour lesquels la protection contre le variant Delta est diminuée. Et ce rapport finit par la phrase « La vaccination doit s'accélérer dans l'ensemble des territoires d'outre-mer et ceux qui sont caractérisés par la circulation antérieure des vecteurs ». Et bien évidemment, il précise que la période de congé d'été voit de nombreux touristes ou familles venir dans ces territoires, augmente fatalement le risque d'introduction du variant Delta. Donc ce risque va probablement augmenter au cours de l'été. Il est important de tester un maximum la population. Donc oui, le conseil scientifique avait averti que pour eux c'était un risque d'introduire des nouvelles personnes pour éviter ce qu'on appelle le brassage de population. Est-ce que le gouvernement est responsable? Alors il faut le savoir que nous, politiquement, dans nos départements, nous avons choisi d'être sous un statut, donc le statut du département, qui fait que lorsqu'une loi est administrée en France hexagonale. Elle s'applique dans tous les territoires français. Donc, si nous voulons vraiment pouvoir avoir un levier qui nous permet à nous, au moins, de gérer les frontières et d'éviter peut-être une prochaine fois, parce qu'on espère qu'il n'y aura pas d'autres vagues, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais nous ne sommes pas à l'abri puisque nous sommes administrés comme tout département français et il n'y a pas de limite entre la France et Lyon, enfin entre Paris et Lyon, entre Paris, Marseille et entre Paris et la Guadeloupe ou bien Paris et la Martinique. Pour ce faire, il faut une évolution statutaire. Donc ça, je vous transmets l'information et après chaque personne pourra voir la situation un petit peu comme elle veut. Donc ce soir, nous allons parler du retour à domicile du patient Covid. Comment ça se passe lorsque vous sortez de réanimation? Avec nous ce soir, l'infirmière Madame Leslie Verpré. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le traitement à domicile en rééducation, en soins infirmiers et en soins médicaux, s'il vous plaît? Oui, alors effectivement, lorsqu'un patient Covid va sortir de l'hôpital, alors il faut savoir que nous, en tant qu'infirmiers, nous sommes impliqués dans plusieurs étapes de la prise en charge. Donc au début, d'abord, avant l'hospitalisation, un patient qui va être d'abord tout simplement dépisté positif. Ensuite, il peut y avoir des évaluations faites via le SAMU, avec le SAMU. Et puis, il y a cette sortie du patient qui sort d'hospitalisation, en réanimation ou tout simplement en service de soins Covid. Donc, en fait, en termes de prise en charge, il va y avoir des suivis d'oxygénothérapie pour les patients qui sont oxygénorequérants. Et puis, on va aussi prendre en charge l'environnement du patient, lui réexpliquer tout ce qui concerne, bien sûr, les consignes d'isolement, les gestes barrières, parce qu'il y a de la famille, parce qu'il faut le protéger lui et protéger les autres. Il peut y avoir un soutien psychologique s'il le faut, mettre en place peut-être avec le médecin traitant ou les équipes du CHU un suivi kiné, et voilà. Donc il y a plusieurs parties du patient, plusieurs parties de la prise en charge qui vont être évaluées puis mises en place au fur et à mesure. Merci beaucoup pour cet élément de réponse et déjà merci pour tout ce que vous faites parce que c'est difficile aussi pour le personnel hospitalier. Avec nous ce soir, le docteur Marie-France Pecci. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous occupez du dispositif Covidom en Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, s'il vous plaît?
Alors, le dispositif Covidom Guadeloupe, je précise que c'est COVIDOM parce que j'ai mon collègue de la Martinique qui a aussi un dispositif de même consonance, mais qui est un petit peu différent et qui s'écrit différemment. C'est une solution de télésurveillance qui a été développée par la société Nuvéal, qu'on utilise pour le suivi des patients Covid-19 suspects ou confirmés, ne nécessitant pas ou plus d'hospitalisation. D'accord. Cette solution, nous la déployons actuellement par le CHU, le déploiement se fait par le CHU, mais en partenariat avec l'URPS et l'ARS pour les patients actuellement atteints du Covid. C'est une solution, comme on l'a dit, de télésurveillance où le médecin inclure, puisqu'il va y avoir un médecin qui va inclure le patient sur la plateforme, va en discuter avec son patient, obtenir son autorisation, inclure le patient sur la plateforme. Le patient va recevoir un SMS sur son téléphone portable ou éventuellement par mail pour activer son compte. Il pourra télécharger une application sur son smartphone qui va lui permettre de répondre à des questionnaires qu'il recevra de façon quotidienne. C'est un patient qui a des facteurs de risque, il recevra ce questionnaire 2 fois par jour. Et derrière cette solution est adossée une plateforme de télésurveillance où nous avons des intervenants de télésurveillance, ce sont soit des étudiants en médecine, en soins infirmiers, soit des infirmières, qui répondent à d'éventuelles alertes générées par les réponses au questionnaire. Ces réponses correspondent à la mesure de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, d'une sensation de dyspnée, de malaise, de la température. Et en fonction des réponses, on peut avoir des alertes qui sont déclenchées. Donc, les intervenants de télésurveillance vont rappeler le patient, vérifier que l'alerte est bien réelle et éventuellement transmettre ce patient au médecin référent de la plateforme. Parce qu'avec ces intervenants, il y a un médecin qui se trouve sur la plateforme qui va pouvoir répondre aux alertes réelles du patient, éventuellement donner un avis médical, proposer une réhospitalisation si c'est un patient qui sort d'une hospitalisation ou de revoir son médecin généraliste si besoin, éventuellement qu'il revienne à l'hôpital par le service des urgences ou éventuellement avec l'accompagnement du séjour déclenché par le SAMU. D'accord, merci beaucoup pour cette information, donc très intéressant. Si vous avez des questions, commencez déjà à vous préparer parce qu'on va ouvrir la ligne tout à l'heure. Alors bonsoir, Dr King Benchik. Vous vous occupez du Covidom en Martinique. Alors c'est pas vraiment le même fonctionnement. Comment ça marche chez vous? Bonsoir à tous. Le Covidom en Martinique a été élaboré, ça s'écrit avec un K, et DOM, c'est D-H-O-M, en référence au domicile, home en anglais. D'accord. L'objectif initial était la continuité des soins sur l'ensemble du territoire en Martinique, puisque nous avons subi une 4e vague extrêmement agressive, avec un nombre de victimes extrêmement important qui a mobilisé l'ensemble du monde sanitaire, public et privé, donc de l'ensemble du territoire. Et nos établissements hospitaliers ont été très rapidement transformés en 100% Covid pour être à même de recevoir les malades, les plus graves, mais pas que. Et donc notre objectif initial était de pouvoir accompagner les patients qui ont besoin de la poursuite d'une oxygénothérapie à domicile grâce à l'ensemble des acteurs et du public et du libéral, avec une tour de contrôle qui est des CHU et qui s'appuyait sur nos collègues infirmières libérales et nos collègues médecins traitants pour assurer un retour dans les meilleures conditions, avec surtout la poursuite de l'oxygénothérapie qui était nécessaire à la stabilisation ou en tous les cas à l'amélioration de cette asphyxie, puisque la pneumopathie Covid entraîne une asphyxie, et donc ces patients victimes qui évoluent favorablement après une phase inflammatoire compliquée peuvent regagner leur domicile plus précocement avec un accompagnement, au fil de l'eau. Grâce à nos collègues infirmières libérales, on a des échanges quotidiens, voire biquotidiens, sur l'évolution de chaque patient
et sur, je dirais, l'efficience et l'adhérence au traitement par oxygène et la suite de soins, puisque tous ces patients sont systématiquement reconvoqués pour faire des épreuves d'endurance au bout d'une dizaine de jours, pour s'assurer donc de l'amélioration de leurs compétences physiques et mettre en œuvre ce qu'on appelle le sevrage, c'est-à-dire enlever la machine qui produit l'oxygène, puisque la ressource en oxygène est bien évidemment rare et qu'il faut qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Donc cette solution nous a permis, grâce à la mobilisation de tous, donc les syndicats d'infirmières libérales, l'URPS, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers, l'administration publique, c'est-à-dire l'ARS et le CHU, dans une collaboration solidaire, d'assurer la sortie précoce de plus de 300 patients, nous permettant de faire des places plus vite et pour les malades les plus graves qui malheureusement ne peuvent plus rester chez eux. Donc c'est un dispositif qui s'intéresse, je dirais, à l'aval de l'hôpital initialement, pour limiter la pression des nouveaux arrivants aux urgences et pour pouvoir trouver des conditions de l'hospitalisation plus adaptées. Notre objectif à l'avenir, c'est de l'ouvrir aux préhospitaliers, un peu sur la solution proposée par nos collègues guadeloupéens, avec un accompagnement très précoce pour une distribution harmonieuse et médicalisée de l'offre en oxygène, grâce à la collaboration des médecins et des infirmiers au chevet des patients. Merci beaucoup pour ces informations. Donc franchement, très bon travail aussi que vous faites en Martinique. Je rappelle que c'est une émission où les médecins Guadeloupe et Martinique vous répondent, puisque nos deux départements sont dans la même situation. Et avec nous, nous l'avions déjà reçu, nous avons un pharmacien qui va nous parler de la place de la pharmacie d'officine dans la concertation clinique au domicile. Bonsoir, monsieur Jean-Marc Piquion, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir aux collègues et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, déjà je voulais féliciter et souligner le travail qui a été fait en ambulatoire par rapport aux prises en charge, notamment par rapport aux autres professionnels de santé, les médecins libéraux et surtout les infirmiers libéraux et infirmières libéraux qui ont fait un gros travail, voilà, de terrain. Après, au niveau de la prise en charge liée à la Covid, déjà quelques chiffres. On se rend compte que 20% des survivants qui ont eu la Covid, qui sortent de l'hôpital, ont vraiment une perte d'autonomie. Donc du coup, il faut prévoir une surveillance accrue, notamment au niveau des constantes, et notamment aussi au niveau de certaines aides et d'aménagements spécifiques. Il y a aussi un deuxième chiffre qui est important de noter, c'est que vous avez quasi 30%. Donc bon, il faut peut-être un petit peu réactualiser parce qu'on a eu des temps durs ces 2 dernières semaines. Sinon, plus de 30% des chiffres des patients qui sortent de l'hôpital sont réhospitalisés. 140 jours suivant la sortie. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même notoire et c'est pas anodin d'attraper la Covid et que les soins de suite sont pas non plus évidents et nécessitent des adaptations certaines. Alors attendez, excusez-moi, je vous coupe maintenant. Ils sont réhospitalisés sans même être réinfectés ? Non, vous pouvez avoir effectivement des notions par exemple de Covid long qui peuvent intervenir. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une vraie particularité par rapport au type de patientèle qui doit être pris en charge à domicile, parce qu'on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir aussi un effet rebond qui va dans le sens inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit la plus adaptée possible au niveau de ces patients qui sont aujourd'hui de retour chez eux au domicile. D'accord. Je voulais dire aussi qu'il y a des complications qui sont très certaines et qui ont atteint un taux assez élevé après 6 mois de Covid. On a parlé aussi notamment de Covid long avec un ensemble de symptômes qui persistent et qui réapparaissent. Perte d'odorat, fatigue, dyspnée, donc troubles au niveau de la respiration, des troubles cognitifs, aussi de la mémoire, au niveau de l'articulation aussi, et aussi au niveau des muscles, avec des myalgies. Alors, par rapport aux thématiques qui peuvent être prises en charge, puisque c'était bien ça la question au niveau des officines, alors évidemment il y a le traitement des patients, donc le traitement médicamenteux, et parallèlement à celui-là, il y a avec la coordination des autres professionnels de santé, ergothérapeutes, infirmiers, infirmières, et évidemment médecins ambulatoires de ville,
la gestion des problèmes liés à la perte de motricité, qui peut être une perte d'équilibre ou bien une perte d'autonomie motrice certaine. Les problèmes d'oxygénothérapie, je pense qu'on en a entendu parler énormément, qui peuvent très rapidement engager le pronostic vital, donc où il y a des solutions qui ont été trouvées, notamment la mise en place de la plateforme Covidom qui permet une surveillance des différentes constantes. Et puis il y a aussi des troubles qui sont un petit peu plus insidieux, qui sont là, qui existent et qui peuvent vraiment créer une forme de dépendance et d'altération globale au niveau du patient. Je parle des troubles cognitifs, du stress, de l'anxiété, de défauts de relation aussi avec les proches. Alors forcément qu'on est alité pendant pas mal de temps, on peut développer des problèmes cutanés, des escarres. Et il y a aussi naturellement quelque chose qu'il ne faut pas sous-peser, c'est au niveau de toute l'alimentation, il peut y avoir une perte d'appétit, une perte de poids et des troubles digestifs. Voilà. Alors, derrière cela, il y a quand même une chronologie au niveau de la prise en charge par les officines qui peut être mise en place. D'abord, il y a un diagnostic qui est fait de manière concomitante avec les différents autres professionnels de santé par rapport aux besoins qui sont ceux du patient. Ensuite, il y a une recherche de solutions et notamment de prise en charge en lien avec le médecin traitant et l'hôpital. Et ensuite, il y a une mise à disposition d'un ensemble de matériels médicaux et aussi des traitements. Je le répète, parce qu'on a des particularités en Guadeloupe, on a déjà aussi beaucoup parlé au niveau des comorbidités, avec des incidences qui sont plus élevées, notamment au niveau du diabète et de l'hypertension. Donc, ça engendre donc du coup qu'il y ait un suivi régulier au niveau des patients et un ajustement des dispositifs. Enfin, pour finir, je voulais dire que moi, je crois vraiment à l'interprofessionnalité. Nos patients et nos téléspectateurs, peut-être à travers la crise, ont malheureusement plus découvert ça, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à continuer à mettre en avant, nous autres professionnels de santé, avec les médecins, avec les infirmiers, avec les autres corps de métier. J'essaie d'oublier personne, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes aussi, de manière à mettre en place une coordination au niveau des professionnels de santé en question autour du quotidien du patient. Voilà. Alors, nous, on a, si vous voulez, quelque part une connaissance qui est assez étendue au niveau du profil des patients, puisque on a un outil formidable qu'on partage aussi le maximum possible avec certains autres professionnels de santé, qui est le dossier médical partagé. C'est un outil qui est fondamental puisqu'il permet d'archiver les antécédents, les traitements annexes qu'il y a eu liés ou pas à une prescription, et puis aussi d'avoir un historique sur les pathologies. Évidemment, ce dossier est hautement confidentiel, mais il permet quand même d'avoir une connaissance plus aiguë des problématiques des patients au niveau de santé. Alors voilà, et enfin je voulais dire que l'idée globale de tout ça, c'est d'assurer un suivi régulier et d'évaluation au niveau de l'évolution de l'état de santé du patient, puisque on se rend compte justement que voilà, il y a de très nombreux facteurs d'instabilité qui peuvent reconduire soit à une dégradation de la santé des patients, soit éventuellement à un retour, évidemment qu'on ne souhaite pas, mais à l'hôpital. Alors après, effectivement, je vois qu'il y a mis à l'écran un ensemble d'outils qu'on a la capacité de mettre en place, parce qu'il y a eu un exemple qui a été mis en place au niveau justement d'une grille de diagnostic. Bon, il faut le savoir quand même et le souligner. Et enfin, je terminerai par quelque chose qui est très important, parce que souvent, les choses vont très vite et le patient n'a pas conscience du fait qu'il ait ce choix-là, cette possibilité-là. C'est la notion de libre choix. En effet, le droit du malade est lié à celui de son libre choix au niveau de son praticien et au niveau de l'établissement de santé. Et c'est un principe fondamental qui lui appartient. Donc, en gros, pour faire court, le patient a le droit de choisir la qualité et son patient, son soignant en question. Parce que, qu'on se le dise bien, nous sommes là pour prendre soin des patients, à condition effectivement qu'il ait fait le choix
très clair de nous avoir choisis pour son accompagnement personnel et sa prise en charge. Merci beaucoup pour cette intervention, donc information très intéressante que vous nous avez transmise ce soir. Et pour finir, notre dernier intervenant est un médecin, Dr Florine Bad. Bonsoir. Bonsoir, je m'excuse. Alors, oui. Comment ça fonctionne pour vous? Comment vous traitez les retours à domicile? En fait, ça dépend vraiment de l'état de santé du patient à son retour à la maison, ce qui est en fonction de s'il y a eu une forme de Covid qui était très grave ou un passage simplement aux urgences et retourner à la maison tout de suite, ou après 10 jours d'hospitalisation, ce n'est pas la même chose. Les complications ne sont pas les mêmes. Donc, bien sûr, notre prise en charge va s'adapter en fonction de l'état de santé du patient. La première des choses, comme disait mon collègue tout à l'heure, ce sera donc ajuster les traitements, bien sûr, mais aussi l'oxygénothérapie, faire en sorte d'accompagner le sevrage en oxygène, bien sûr. Et ensuite, coordonner la prise en charge du patient, surveiller les complications éventuelles, parce que le fait de rester allongé longtemps, il peut y avoir des complications thromboemboliques, avec donc des phlébites ou des embolies pulmonaires, bien sûr, même si elles sont surveillées, peuvent quand même survenir, des escarres. Les déficits musculaires. À ce moment-là, donc les kinés vont intervenir pour pouvoir aider à la rééducation des patients, pour renforcer les muscles, les remettre en position debout, la rééducation respiratoire également. Et bien sûr, la présence des infirmières au chevet des patients va nous permettre de pouvoir dépister suffisamment rapidement s'il faut réorienter le patient vers les urgences, où on peut continuer progressivement le sevrage. Voilà. Faut pas oublier qu'au niveau de Covid, il y a également des retentissements au niveau de la mémoire. Donc, on peut avoir orienté les patients également pour une rééducation, mais plutôt vers des orthophonistes pour stimuler la mémoire. Donc, le rôle du médecin traitant est là, en fait, pour vraiment dépister toutes les conséquences de la maladie et coordonner avec tous les professionnels de santé autour du patient pour pouvoir essayer de récupérer le plus possible. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Alors, on a vu hier, puisqu'on parlait de la réanimation, que quand quelqu'un tombe en réanimation, ça dure plusieurs semaines. Comment vous faites ce travail-là avec eux? Puisque du coup, c'est des gens, comme vous disiez tout à l'heure, il faut remettre les muscles un petit peu dans l'axe pour que la personne puisse avoir une vie normale. Est-ce que là, vous voyez déjà si ça va être plus facile ou plus difficile à soigner, si ce sera plus long ou pas à traiter pour les gens ou pas, pour vos patients ou pas encore? Alors, on peut déjà voir là certains patients, je pense à un en particulier où je sais déjà que ça va prendre des mois pour récupérer. Ça dépend vraiment de l'importance de la sévérité en fait de la forme de Covid que le patient a eu et du temps passé en hospitalisation. Mais ça peut prendre des mois pour récupérer, que ce soit bien sûr sur le plan respiratoire, mais aussi sur le plan musculaire tout simplement. Ça peut être très très long. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Alors nous avons ouvert la ligne. Vous pouvez appeler pour poser vos questions. Aujourd'hui, on parle du retour à domicile du patient. On a déjà eu des appels en début de semaine de gens qui ont déjà eu le Covid et qui ne savent pas encore trop comment ça fonctionne maintenant, qui sont négatifs. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour poser des questions aux spécialistes. Par contre, moi, de mon côté, je voudrais savoir quand même... est-ce que ce que vous appliquez là en retour du patient à domicile, c'est possible de le faire pour les gens avant qui tombent en réanimation ou pas du tout? La question pour moi, pardon. Oui, comme oui. Donc en fait, justement, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que vous savez, notre objectif, c'est toujours d'éviter l'hospitalisation. Si on peut s'en passer, c'est mieux pour le patient. Ça leur permet de réserver les places à l'hôpital pour les patients les plus graves. Donc, nous sommes en train de mettre en place cette coordination entre les médecins hospitaliers, la surveillance par l'intermédiaire de la plateforme avec les médecins hospitaliers et les infirmières au chevet du patient.
Donc, les infirmières, leur rôle, donc, passer tous les jours, bien sûr, l'éducation du patient, mais surveiller les paramètres vitaux et dépister rapidement s'il y a une aggravation qui va nous faire basculer dans l'hospitalisation ou si, heureusement, en adaptant les traitements, on peut s'en passer. D'accord, merci beaucoup pour cette information très importante. Alors, on a un appel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais intervenir concernant, déjà c'est un très bon thème, parler des retours à domicile des patients testés, enfin atteints du Covid. Je remarque qu'il y a beaucoup de plateformes et de possibilités, Covidom, je crois encore, il y a une autre plateforme, j'ai OuiDire, qui est aussi un dispositif conduit par la CGSS, qui est, je crois, le Prado Covid. C'est bien, mais je vais rebondir sur une intervention de M. Piquion, où il a parlé d'une perte d'autonomie du malade. C'est bien qu'on prenne en charge médicalement le patient, mais très souvent, quand le professionnel, je suis moi-même professionnelle, quand on arrive à un domicile, le volet social n'est pas vu du tout. Quand vous arrivez chez quelqu'un qui n'a pas d'eau, ça c'est un. C'est vrai que les patients Covid, ont très peu d'appétit. Mais quand vous êtes dans une maison où la personne est isolée, elle est âgée et isolée, c'est bien de donner des soins à ce patient-là. Mais la partie sociale, la maison, dans un état pas possible, tout est sale. Pourquoi ces plateformes-là, que ce soit Prado, que ce soit Covidom, pourquoi ne pas travailler aussi sur le volet social? Parce qu'une personne ne peut aller mieux que si cette personne se retrouve dans un environnement où elle va se sentir bien. Je pense que ce volet-là, il faut le développer aussi. Il faut travailler avec les professionnels, les CCAS, pour pouvoir donner un meilleur, on parle d'un retour à domicile, un meilleur retour à domicile. Il faut qu'il soit meilleur, tant sur le plan médical que sur le plan social. Pour moi, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Arriver dans un domicile et ne pas trouver d'eau pour se laver les mains, écoutez, c'est compliqué. Donc, j'entends bien, j'apprécie toutes ces plateformes, tous ces dispositifs. C'est une belle chose, mais il faut travailler aussi avec les professionnels du social, les CCAS, pour que la personne se sente bien arrivée à son domicile. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, madame, pour votre remarque. Est-ce que vous voulez répondre? Monsieur Piquion? Alors, oui. Ça, je suppose, c'est nos politiques, c'est le département, peut-être. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, merci pour la remarque. Je voulais dire que c'est une composante qui est essentielle, la composante médico-sociale. Après, je pense qu'il y a eu vraiment une priorité, c'était de répondre à l'urgence avec la création des différentes plateformes. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, mais c'est une amorce, si vous voulez, une amorce qui est une amorce socle et auquel il faut qu'ils viennent se greffer d'autres services qui ne sont pas moins indispensables, comme le volet social dont faisait état la dame. Après, je sais qu'il y a aussi des services qui sont connexes au niveau notamment des prises en charge sociales avec elle en a parlé tout à l'heure, et aussi avec le conseil départemental qui peut aider au niveau du volet social avec un certain nombre de prises en charge, un certain nombre d'aides, un certain nombre de présences. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut aussi se mettre en action. Alors, je réinsiste aussi pour terminer mon propos sur le fait qu'il y a une prise en charge sociale qui peut être aussi mise en place en appelant la plateforme de l'ARS Riposte. Et ça, il faut peut-être un peu le rappeler. Pour désinfecter la maison. Et c'est important de le souligner. Effectivement, parce que c'est vrai que si vous êtes malade, il faut revenir au moins dans une maison qui soit désinfectée. Donc, merci pour cette information. On a un deuxième appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Canal 10. Allez-y, posez votre question.
Ah, d'accord. Bon, bonsoir Chicanos, bonsoir Canal 10, bonsoir tout le monde. Et puis, chaque fois que je regarde l'émission là, et puis, on a pensé qu'en ce qui a concerné parole, nous avons fait le tour, mais ce qui a manqué pour nous, c'est d'écrire histoire là, tout ça qui a fait là pour ne pas jamais oublier ça. Et si le monde qui a fait aujourd'hui jour, pour connaître ça qui fait, pour connaître de cas qui passé, pourquoi de bien histoire là, ça doit être écrit par des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, mais il faut que ça écrit. D'accord. Oui. D'accord, bon, ben, on y pensera. En tout cas, ce qui fonctionne, il faut le garder, au moins pour éviter une prochaine crise. Voilà, parce que mon appliqué écrit le livre là, le premier mon qui a acheté le livre là, c'est qui moi. Ah ouais. Mais il faut écrire ça parce que ça, c'est vraiment un butin que j'ai eu qu'à dire ça encore, un butin qui a touché l'humanité. C'est un butin qui est très important et puis il faut écrire ça parce qu'il a manqué nous aussi en Guadeloupe, plus de lecture, plus d'écriture pour garder, pour savoir ça qui fait pour pas jamais oublier certaines choses et pour la prochaine fois pour nous savoir qui j'en nous quoi nous. D'accord, merci beaucoup pour votre appel et pour votre intervention. Alors, oui, donc ma question pour le monsieur Piquion tout à l'heure, donc effectivement c'est vrai que quand on revient au domicile, c'est vrai qu'il faut nettoyer le domicile, hein, donc peut-être si vous avez, c'est vrai que ça c'est la partie de nos politiques, hein, c'est le département, donc en plus c'est une nouvelle équipe, on voit qu'ils sont très actifs sur le point Covid là, je ne sais pas si c'est des choses qui sont déjà en discussion, vous au niveau des pharmacies avec eux pour justement ce fameux retour ou pas encore ? Où ça va être mis en place? Vous m'entendez? Vous avez coupé. Alors, je sais que socialement, ils prennent déjà en charge un ensemble de choses, donc ils ont déjà des démarches instruites dans ce sens-là. Mais ce serait bien que les deux confrères qui veulent prendre la parole s'expriment là-dessus. Alors, allez-y. Oui, juste pour repréciser par rapport à Covidum, je disais tout à l'heure qu'on prenait en charge des patients qui ne nécessitaient pas d'hospitalisation ou plus d'hospitalisation. Donc, effectivement, Covidum assure la télésurveillance de patients en sortie d'hospitalisation. Ces patients en sortie d'hospitalisation, nous travaillons en partenariat avec la plateforme territoriale d'appui qui a un réseau de proximité et peut tout à fait s'assurer du cercle de soins et du cercle médico-social autour du patient. Donc, ils ont une réactivité qui permet que lorsqu'on fait sortir un patient, on s'assure qu'il sorte dans des conditions qui soient correctes pour lui. Donc, nous sommes en train de déployer cette collaboration avec la PTA et pour l'instant, ça a l'air de bien se passer avec des patients qui sont ciblés, hein, ceux qui sont vraiment en besoin et nous espérons que ça va pouvoir permettre de répondre aux différentes demandes, dont celle de la personne qui a parlé tout à l'heure. D'accord, merci de cette information. Et la deuxième personne qui voulait intervenir? Bonsoir. Bonsoir, allez-y. La première spectatrice a tout à fait raison. La santé n'est pas l'exclusivité du monde médical ou paramédical, mais appartient aux acteurs du sanitaire dans leur ensemble et du médico-social. Le retour à domicile est consécutif à une maladie qui est grave, comme l'ont rappelé les confrères. Et effectivement, les malades qui partent, malheureusement, parce qu'ils font des formes sévères en réanimation, eh ben, le retour à domicile est très compromis pendant les premières semaines, après la phase aiguë. Les malades qui évitent la forme grave ou qui ont plus de chance sont hospitalisés pour être stabilisés rapidement, mais le retour à domicile se fait en étroite collaboration avec tous les acteurs du soin au regard de la perte d'autonomie et surtout du risque d'isolement du malade Covid. Et donc nous avons avec bon nombre de prestataires ou d'acteurs du monde médico-social mis en œuvre des solutions de livraison de soins ou de services à domicile. On travaille en collaboration avec l'URPS de la Martinique, des pharmaciens, pour trouver une hypothèse de solution de livraison de médicaments à domicile.
et avec tous les services à la personne, accompagner au mieux les personnes précaires pour qu'elles puissent conserver une dignité et un confort, puisque la récupération, je dirais, de cet handicap consécutif à cet épisode pathologique sévère est long et donc doit avoir un accompagnement au fil de l'eau en fonction des besoins et de l'environnement social. Parce que certains patients sont précaires, dans un environnement précaire et donc difficilement d'accès avec un isolement. Il est donc important pour accompagner cette récupération après cette infection que l'ensemble des acteurs se coordonnent. Donc les services à la personne, le ménage à la maison, les repas à domicile, les médicaments à domicile, la surveillance par les infirmières libérales qui ont fait un travail énorme en Martinique comme en Guadeloupe, qui sont le relais au plus près des patients et qui prennent non seulement les constantes, mais qui observent l'intérieur des maisons. Et donc ce travail collaboratif entre les acteurs qui ont appris à se parler nous permet de mieux cerner les besoins et de dépister les éventuelles complications, parce que bien évidemment, ces malades sortent avec des médicaments qui sont des médicaments lourds, des corticoïdes, des anticoagulants, et donc ils peuvent décompenser des fragilités préexistantes comme le diabète. Et donc, nous avons mis en œuvre une tour de contrôle intra-hospitalière avec des pneumologues, mais aussi avec des endocrinologues, des psychologues, pour accompagner ce retour dans les meilleures conditions, en accompagnement des acteurs du monde libéral qui sont les pharmaciens, les médecins traitants, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, des éléments essentiels. Et si on devait retenir dans ce malheur une bonne chose, c'est que tous les acteurs du sanitaire public et privé se sont mis à se parler et à se faire confiance pour apporter une solution la plus adaptée. Même si elle n'est pas parfaitement idéale encore, il y a véritablement un changement de mentalité pour apprendre à se parler et à échanger des informations pour pouvoir apporter une réponse la plus adaptée, le soin, la qualité du soin, de manière la plus prolongée dans les conditions de sécurité. Parce qu'il ne faut pas juste mettre de l'oxygène, il faut accompagner l'ensemble des besoins du patient. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse très importante. On a un appel, bonsoir. Merci. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors allez-y, posez votre question. Je suis monsieur Christian Durézé. Bonsoir. Je ne dois pas poser une question, mais je veux dire des choses pour que vous puissiez comprendre. Allez-y rapidement. Le début de ce confinement, je suis resté 2 mois chez moi sans jamais mettre les pieds dehors, sans jamais demander à quiconque, monsieur Jalton, ni personne, une bouteille d'eau. Et personne n'est jamais venu chez moi me voir à 77 ans, en 78, et ça a déjà passé. Chez moi, c'est plus propre que la région. Parce que on a une force. On dit que c'est les personnes âgées qui sont faibles, qui sont malades. Alors je vais vous donner une anecdote. Il y a un pistard, il est mort à 102 ans dernièrement. Un blanc. À 103 ans, il a gagné un tour de France, pistard. Il est mort à 102 ans. Ce n'est pas les personnes âgées qui sont fragiles. N'importe qui va être fragile. Quand un Macron, lui, il dit toutes ces conneries avec ses colistiers, les Martiniquais. Je suis Martiniquais moi-même, mais en Guadeloupe, je vis. Il faut faire attention à ce qu'on dit, que des docteurs, après vaccin. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai pris 4 vaccins. On prend tout vaccin qui dit. Mais celui-là, j'ai décidé de ne jamais le prendre, vaut mieux mourir que le prendre. Mais si quelqu'un vient près de chez moi demain, il ne sera pas bien reçu. Tout ce que je voulais vous dire. Et j'entends beaucoup de choses, mais c'est le vaccin qu'on dit des moutards sera homologué en 2003. En 2023, le vaccin n'est pas encore homologué. Et il y a déjà beaucoup de morts, mais on passe là-dessus. Et il y a toute une mafia. Il y a que, si vous permettez, je ne crois pas en l'homme. Jamais. Ce n'est pas d'après la Bible, je ne dis pas la Bible. Mais je ne crois pas en l'homme. Mais après ce vaccin-là, il n'est pas homologué pas avant 2023, il y aura des gens qui ont des surprises. Des gens qui sont vaccinés, qui auront des surprises, et on va dire oui, je m'entends ça, le Chicano cet après-midi. Ah oui, mais m'a dit 3 gens, le vaccin n'a pas fait moi rien, m'a dit roulez. C'est après 2 ans, on verra.
Bonne soirée, madame. Merci de m'avoir écouté. Merci monsieur, bonne soirée. Alors vous les médecins, c'est vrai que les gens il y a une défense au niveau de la vaccination, surtout que toute la communication gouvernementale a été, il faut le dire, catastrophique. Au début ça a été avec les masques, ensuite ça a été qu'on ne peut pas attraper le Covid avec le vaccin, alors que c'est faux, le vaccin évite les formes graves. Qu'est-ce que vous répondez aux gens lorsqu'ils vous disent ça ? Est-ce que quelqu'un peut répondre s'il vous plaît ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Nous n'avons pas entendu la question du... Le monsieur dit qu'il n'a pas confiance dans le vaccin et que lui, il préfère être isolé chez lui. Ça veut dire que ça fait 2 mois qu'il ne sort pas et qu'il veut que personne ne vienne devant sa porte, plutôt que de se faire vacciner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Puisque les gens ont peur du vaccin, puisqu'on dit que l'homologation finale sera accordée en 2023. Écoutez, je comprends et entends la peur de ce concitoyen. La peur n'a pas de raison. Et comme bon nombre de mes collègues professionnels de santé, nous avons été amenés à compter énormément de morts. Trop de morts, trop de souffrances, trop de tristesse. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus à la question de l'intérêt de la vaccination. On sait aujourd'hui clairement que tous les morts à l'hôpital, en tous les cas, en réanimation à cause du Covid, n'étaient pas vaccinés. Donc pour nous, pour moi, docteur en médecine, ce sont des morts évitables. Et le seul outil qui a montré son efficacité sur des grandes populations pour diminuer le nombre de morts, alors quand on dit diminuer le nombre de morts, ça veut dire que ce n'est pas 100%. L'efficacité pour les formes graves est de 95%. Mais effectivement, 5% des patients peuvent faire des formes symptomatiques graves, même avec le vaccin. 5%, ce n'est pas 100%. Mais c'est comme la ceinture de sécurité. Quand vous montez en voiture, on ne se pose plus la question, car on sait que mettre la ceinture de sécurité diminue de 70% le risque d'être paraplégique. Donc c'est assez simple. Maintenant, il n'y a pas que le vaccin, mais le vaccin aujourd'hui, pour nous, est le meilleur outil pour éviter de mourir du Covid-19. Maintenant, nous traitons malheureusement des formes graves à l'hôpital et tous ces patients graves ont malheureusement pas pu ou n'ont pas été vaccinés. Alors, pour ma part, je suis vacciné depuis le 8 janvier 2021 parce que je suis un personnel exposé et que je suis à même de côtoyer beaucoup de patients infectés. Mais de rester isolé, ce n'est pas la vie que l'on connaît, nous, citoyens de la Martinique ou de la Guadeloupe, car nous avons des familles, nous avons des communautés, nous avons des églises et nous avons besoin de l'autre pour exister. Et cet isolement a des conséquences graves sur les personnes fragiles, sur les précaires, sur nos enfants, et que ça ne donne pas des bons résultats scolaires, que beaucoup de nos concitoyens ont perdu leur travail. Donc il y a énormément de souffrance à cet isolement qui est une alternative, mais qui n'est pas la plus efficace pour continuer à vivre ensemble. Parce que vivre ensemble crée ce que l'on appelle la relation humaine. Mais la question aujourd'hui du vaccin, pour moi, en tant que docteur, elle est indiscutable, nécessaire, impérieuse à mettre en œuvre pour le plus grand nombre pour éviter les morts. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire un Covid, vous allez faire un petit Covid, un gentil Covid, une grippette, mais si vous avez le vaccin, vous êtes quasiment certain de ne pas mourir. Donc, moi, j'encourage ce concitoyen à accepter la peur, mais aller de l'avant. Le vaccin le protégera et évitera qu'il finisse en réanimation ou dans un cercueil. Pour le Covid. Oui, pour le Covid. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc voilà, cette émission est terminée. Demain, nous allons parler du Covid long et de son fonctionnement et de toutes les séquelles. Malheureusement, la liste de ces séquelles est très longue. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, protégez-vous, surtout n'attrapez pas le Covid, comme je vous disais hier. Bonne soirée à tous. Au revoir.
En Guadeloupe, alors. Oui, bonsoir.